Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette intervention de Célia Rombaud ce matin. Donc aujourd'hui, le sujet avec Célia, c'est intégrer ses traumas pour vivre une sexualité nourrissante et une spiritualité incarnée. Bonjour Célia. Bonjour à tous, à toutes. Donc c'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant. Donc le trauma, évidemment, c'est une question extrêmement importante à aborder quand on parle de sexualité, quand on parle d'intimité. Et Célia a vraiment une très grande expérience, donc non seulement à travers son vécu qui l'a amené à beaucoup explorer cette question, mais également donc à travers l'accompagnement thérapeutique qu'elle propose depuis de nombreuses années. Donc on a la chance de bénéficier de toute son expérience, de ses connaissances, et surtout une expérience incarnée de tout le processus de guérison qui accompagne les traumas. Donc Célia, je vais dire quelques mots sur toi et puis ensuite on va commencer sur le sujet du jour. Donc tu es thérapeute spécialisée dans l'intégration des traumas, la compréhension de la mémoire traumatique et les mécanismes de la dissociation. Et tu es formée en pratique somatique, énergétique et thérapeutique. Et donc tu partages ton expérience et tes compétences. Donc aujourd'hui, à travers un nouveau type d'accompagnement. Donc jusqu'à il y a peu, tu accompagnais principalement à travers des séances individuelles. Et donc là, récemment, il y a eu un changement de cap. Et donc tu t'es orienté vers un accompagnement qui est qui est différent, qui va aussi intégrer les groupes et qui intègre aussi toutes tes explorations en termes énergétiques, spirituels. Donc pour vraiment une approche holistique Oui. de cette thématique. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'accompagner les autres autour du trauma et qu'est-ce qui a fait aussi toute cette démarche? Donc, tu ne t'es pas limité juste à une approche thérapeutique classique, il y a aussi tout un éventail de pratiques que tu as exploré pour toi et que tu intègres aujourd'hui dans tes pratiques. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce processus? Oui, ben, en fait, mon chemin, je crois que c'est avant tout un chemin personnel. Donc, moi, j'ai une Comme histoire souvent. traumatique assez extrême. Ça a été vraiment difficile pendant de nombreuses années. Donc, j'ai cherché, en fait, j'ai cherché pour moi dans plein de directions. Ça m'a menée d'abord en thérapie plutôt classique. Après, vraiment, j'étais plus vers le corps, vers l'énergie. Et je suis arrivée vraiment dans la thérapie ciblée sur les traumas. Et ce parcours ciblé sur les traumas a été vu même de plusieurs étapes et jusqu'à vraiment pouvoir comprendre, sentir sur moi les mécanismes de dissociation et pouvoir descendre vraiment dans une couche du trauma jusqu'à vraiment intégrer ces aspects. Et c'est vrai que tout ce que j'avais pu faire au niveau corporel, énergétique m'a vraiment servi dans ce chemin d'intégration des traumas, puisque l'approche holistique est fondamentale en fait pour intégrer les traumas. Je l'ai vécu, mais je le comprends aussi intellectuellement. Et cette approche corporelle énergétique m'a servi pour intégrer les traumas. Et à l'inverse, en intégrant mes traumas, j'ai pu vraiment accéder à beaucoup plus de conscience énergétique et une ouverture spirituelle. Ça s'est nourri en fait. Ça a été dans les deux sens, ce que je pourrais dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, je témoigne en fait de ce chemin et de toute cette compréhension dans un livre là, qui va paraître chez Mama Édition en 2022. Et donc, ça s'appelle Les couches de l'oignon. C'est vraiment, j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui, les couches de l'oignon, du traumatisme à la résilience, un chemin spirituel. Là où je partage vraiment tout ce chemin Mmh. de guérison. Mmh. Voilà ce que je peux dire. Merci. Est-ce que donc, est-ce que de ton point de vue, est-ce qu'une approche thérapeutique pure et dure est suffisante pour, vraiment guérir les traumas? Alors, qu'est-ce que tu appelles une approche thérapeutique Thérapie pure et classique, en dure? fait. Les thérapies classiques sans intégrer l'approche énergétique, l'approche spirituelle, le corps. Donc le corps peut être absent aussi des formes de thérapie classiques
ou qui reste très Oui, c'est mental sûr. en En tout cas, fait. la thérapie, juste par la parole, effectivement, je ne crois pas que ça met du soutien, hein. C'est pas inutile, mais c'est vrai que je pense pas, enfin, vraiment, c'est très spécifique, à intégrer les traumas et c'est une approche holistique est vraiment nécessaire et là-dessus, moi, je recommande un livre qui est un peu technique, mais qui parle vraiment bien de ça. Ça s'appelle «Le corps n'oublie rien». C'est un livre qui a été écrit par Bessel van der Kolk. C'est un psychiatre chercheur américain qui a créé le Trauma Center à Boston et il explique, de façon assez pointue, le trauma dans son livre et pourquoi une approche holistique est nécessaire, en fait. Pourquoi c'est vraiment important, oui, d'avoir une approche, très spécifique au niveau du trauma, de comprendre comment ça fonctionne et d'avoir des outils vraiment pertinents pour intégrer le trauma et au-delà de ça, d'avoir un travail, dans du groupe, de travailler au niveau corporel, au niveau énergétique. C'est vraiment une approche globale qui permet d'intégrer en profondeur nos traumas. Et après, chaque histoire est singulière et chacun va développer son chemin, quoi. Mmh. Alors un des sujets que je voulais aborder avec toi, c'était, les expériences spirituelles et les traumas. Donc quels sont donc si les personnes ont tendance à aller vers la dissociation très facilement, Ouais. qu'est-ce qui peut se passer en fait au moment où elles arrivent vers des expériences, heu, énergétiques fortes peut-être, vers des expériences, heu, voilà de conscience différentes? Qu'est-ce qui peut se passer en fait si le trauma n'est pas guéri, intégré? Alors ça, je pense que, ça pourrait être utile du coup que je fasse, qu'on prenne le temps de définir ensemble qu'est-ce que le trauma? Qu'est-ce que la dissociation? Et je Mmh. pourrais mieux répondre à cette question. OK. Peut-être Et vers la fin du coup. oui, peut-être, enfin je vais l'aborder en fait, ça fait partie des choses OK, que je vais aborder, mais pour que ce soit pertinent et qu'on comprenne, peut-être, qu'il y a des choses à poser d'abord. mmh. Je pense que c'est peut-être mieux de le prendre dans ce sens-là, Mmh. si ça te va. Donc, comme je l'annonçais dans l'introduction, tu te diriges aujourd'hui vers un accompagnement de groupe. Est-ce que tu peux nous Mmh. parler un peu de comment peut se passer un processus d'accompagnement voilà, autour des traumas en groupe? Parce que je sais que ce que tu partageais, c'est que l'approche individuelle était importante. Oui, pour moi, c'est complémentaire. En fait, je ne pense pas que l'approche de groupe, puisse se substituer à une thérapie individuelle et je pense vraiment qu'une approche de groupe, soutient énormément la thérapie individuelle. Donc ça peut se faire en même temps ou à des moments différents de la vie. C'est vraiment un choix personnel, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner des groupes de femmes, hem, parce que j'aime tellement les femmes. C'est vrai que dans ma vie personnelle, la sororité, ça me nourrit vraiment beaucoup et j'ai envie d'offrir ça aux femmes, cette expérience de sororité et aussi parce que c'est vrai que vraiment dans ma vie, oui, le trauma et l'accompagnement du trauma, c'est quelque chose qui me porte, mais aussi tout ce qui est le lien au corps, à l'énergie, à l'éveil de la sexualité, tous ces sujets me passionnent et c'est vraiment dans cette approche holistique que j'ai envie d'accompagner et dans l'accompagnement que je propose, c'est pas un accompagnement direct sur les traumas comme on peut faire en thérapie individuelle, c'est vraiment comment, la compréhension très fine de qu'est-ce qui se passe dans les traumas permet de s'approprier les outils corporels, énergétiques, spirituels et l'éveil de la sexualité. Pour pouvoir vraiment, intégrer tous ces aspects avec vraiment cette compréhension du trauma qui permet qu'on ne va pas réactiver le trauma, qu'on va pouvoir intégrer des éléments et qu'on va pouvoir vraiment observer de façon très précise son fonctionnement, améliorer sa relation aux autres, à soi. Voilà, c'est vraiment global. Et ça ne se substitue pas à quelque chose vraiment d'individuel où vraiment on va être très précis sur le trauma. Il faut Mmh. les deux. Merci. Mm. Ouais. Alors ce que je propose, c'est qu'on commence sur, ta présentation et peut-être laisser un temps vers la fin à toutes les questions, donc à la fois des personnes qui sont là et peut-être, on continue aussi un échange Oui, ensemble. oui, puis peut-être j'intégrerai quelques questions au Mmh. milieu, pour être sûr que ce Ouais, soit bien clair, très bien. on va voir. Donc, bah, je me réjouis de partager tout ça avec vous. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire, ouais, j'espère que ça va pas être trop dense, j'essaierai de mettre des petites pauses, peut-être de l'interaction. On va voir, on va construire tout ça ensemble. D'abord, j'aimerais, bah, je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire.
Donc, on va prendre un petit temps sur qu'est-ce que c'est le trauma, déjà. Et on va faire une première partie où j'aimerais vous parler de la dissociation traumatique. Comment ça fonctionne, la dissociation traumatique? Quel est son impact sur la sexualité? Et quel est son impact sur la spiritualité? Ensuite, je vous parlerai un peu plus du fonctionnement de la mémoire traumatique et comment ça impacte notre sexualité. Et dans une troisième partie, on verra comment on peut cheminer avec ça pour intégrer ces traumas et dans le cadre de la sexualité. Donc, pour commencer sur le trauma, moi j'aime bien, pour prendre un peu la température là, de la salle virtuelle, c'est si ceux qui ont l'élan de juste poster dans le chat un mot comme ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? Trauma. Voilà. Si je dis trauma, qu'est-ce qui vous vient? Cristallisation. Ouais. Douleur qui reste là. Ouais. Difficulté relationnelle. Blocage, blessure, choc, blocage, figement. Ouais, vous êtes beaucoup à parler de la dissociation, hein, tout ce qui est trauma, fuite. Ouais. Ok, tout ça, ça parle du trauma, effectivement, dysfonctionnement, figement. Ok, stagnation, douleur. Du coup, moi j'ai mis en grand le chat. Déjà, qu'est-ce qu'un événement traumatique? Un événement, il est traumatique à partir du moment où on ne peut pas l'intégrer, tout simplement. Donc, quand on parle de trauma, bien sûr, on parle des traumas majeurs, comme les accidents, les agressions physiques, sexuelles, les catastrophes naturelles. On parle aussi des expériences souvent précoces de détresse, d'isolement, de rejet. Dès qu'on ne peut pas faire face à un événement, dès qu'il nous submerge, il va y avoir traumatisme. Et on va regarder ensemble comment le cerveau réagit face à un événement stressant, mais auquel on peut réagir, auquel on peut faire face, pour poser la base. Et ensuite, on verra qu'est-ce qui se passe quand justement ça nous déborde, quand on ne peut pas l'intégrer. Donc, je vais vous montrer des petites images. Est-ce que tout le monde voit ce magnifique cerveau? Ouais, ok, super. Donc, on va prendre l'exemple d'un promeneur dans la forêt qui marche tranquillement et qui va voir apparaître un serpent. Donc, il y a une information sensorielle qui va lui arriver et l'amygdale va s'enclencher. C'est-à-dire qu'on reçoit une information, l'information, elle va être traitée de deux façons. Par la voix, ce qu'on appelle la voix basse, la voix rapide. Tout de suite, on va aller analyser, est-ce qu'il y a un danger ou pas dans cette situation? Et en même temps, l'information va aller vers le cortex préfrontal, vers les lobes préfrontaux pour analyser plus finement. Mais ça va prendre plus de temps. Et l'amygdale, elle va vérifier dans l'hippocampe, ok, est-ce qu'on connaît ça? Serpent, est-ce que ça peut potentiellement être dangereux? Oui, potentiellement, c'est dangereux. Du coup, le cerveau va activer les réactions archaïques de survie et déclencher les hormones de stress. Le cortisol, l'adrénaline, ok, là, il faut réagir. Donc, on est opérationnel. On va avoir le sang à fond dans les muscles, les poumons qui vont s'oxygéner, les pupilles qui vont se dilater pour faire face à la situation. Et le thalamus qui se bloque, c'est que je ne suis pas sur la réaction dissociation. Voilà. Ça, c'est quand on est débordé. Donc, je vous ramène sur quand ça se passe bien. Hop, quand ça se passe bien, hop, on a les réactions de survie qui se sont enclenchées. Et là, on a la réaction du cerveau préfrontal, du cortex, qui arrive et qui nous dit, mais en fait, ce n'est pas un serpent, c'est un bâton. Donc, tout va bien. Ou alors, il pourrait nous dire, on a couru, on a échappé au danger, on a pu combattre, on a pu fuir, ou on a pu analyser la situation et au final, il n'y a pas de danger.
l'amygdale cesse d'envoyer une information de danger et l'événement, il va être enregistré dans notre mémoire autobiographique. Et ce souvenir va apparaître comme quelque chose qui s'est passé. Je me suis baladée dimanche dernier dans la forêt, j'ai cru qu'il y avait un serpent, c'était un bâton, c'est fini. Ça, c'est quand tout va bien. Là, c'est OK pour tout le monde. Alors, je ne vois pas tout le monde. Si ce n'est pas OK, vous pouvez hurler dans le chat que je précise quelque chose. Le cerveau reptilien, du coup, la question de Julie. Alors, la question, quand tu dis le cerveau reptilien, du coup, c'est là, le cerveau reptilien, il est dans les réactions archaïques, si c'est ça ta question. Donc, le cerveau reptilien. L'amygdale, elle est entre limbique et reptilien, en fait. OK. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas faire face? Donc, on revient sur ce qu'on avait tout à l'heure. Vous avez déjà un petit peu vu. Du coup, il y a toujours l'amygdale qui a lancé une information comme quoi il y a un danger. C'est analysé dans l'hippocampe. OK, ça, c'est dangereux, il faut qu'on fasse quelque chose. Les réactions de survie. Et qu'est-ce qui se passe quand les réactions de survie sont enclenchées, cortisol, adrénaline, et qu'on ne peut pas faire face? Elles deviennent dangereuses. En fait, le cortisol est toxique pour le cerveau et l'adrénaline peut générer à haute dose une crise cardiaque. Donc là, si on ne fait rien, on va mourir de stress, en fait. Donc, il faut absolument faire quelque chose. On ne peut pas régler la situation et on va en mourir tellement c'est stressant. Donc, le thalamus va bloquer, on va figer, on va arrêter. Il va y avoir des liaisons brisées avec le cortex préfrontal. On va arrêter d'envoyer des informations d'analyse parce que c'est en train de nous tuer. Et là, il va y avoir quelque chose qui va couper les hormones de stress. C'est ce qu'on appelle les réactions ultimes de survie. On va figer. Donc ça, j'ai beaucoup vu ça du coup dans le chat. Ça fige, ça stagne. C'est à ce moment-là que ça se passe. Du coup, il va y avoir des hormones où on va plus sentir. Il va y avoir aussi un phénomène qui fait qu'il va y avoir une connexion qui va être coupée aussi entre tout ce qui nous arrive des viscères et voilà, les sensations viscérales vont plus arriver à notre conscience. On va plus sentir que là, on est en détresse, c'est la terreur, on va éventuellement mourir. D'un coup, on va se sentir relativement bien dans le corps. S'il y a une blessure, on ne va pas la sentir. S'il y a des émotions d'effroi, de terreur, on ne va plus les sentir. Et ça peut, selon les situations, amener à une forme de décorporation. On va commencer à être spectateur de ce qui nous arrive. Donc, plus ou moins. Plus l'événement est traumatique, plus il y a besoin de couper, plus il y a de lésions cérébrales brisées, plus notre expérience, la conscience, en fait, va sortir de notre corps. Et parfois, on a des souvenirs traumatiques, on se souvient de nous, mais on se voit de l'extérieur. On peut se voir aussi du haut. Et on peut carrément ne plus du tout se voir. Et ça peut être des amnésies totales aussi. Il peut y avoir des décorporations très, très extrêmes, des expériences de mort imminente. Et qu'est-ce qui se passe quand on a ce tableau-là? C'est que cet événement, il ne va pas être enregistré comme c'est terminé. Tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se passer dans cet événement va être enregistré dans l'hippocampe et ça va rester comme intemporel, comme dans une boîte noire qui pourra se réactiver à un endroit dans notre cerveau et qui pourra se réactiver. Et tout va s'enregistrer de façon isolée. Par exemple, si on a un accident de voiture un soir sous la pluie avec une voiture rouge, on va enregistrer le rouge, on va enregistrer la pluie, on va enregistrer le noir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a crié, on va enregistrer un cri. Mais ça, on ne va pas enregistrer. J'ai eu un accident de voiture un soir de pluie avec une voiture rouge. Et potentiellement, la pluie va devenir anxiogène, la nuit va devenir anxiogène, le rouge va pouvoir nous activer, les cris, etc. Il n'y a pas de cohérence dans ce qui nous arrive. C'est en fragments isolés.
Et l'amygdale, elle est toujours en train d'envoyer des signaux de détresse, puisque personne ne lui a dit que l'événement est terminé. Elle va être enquistée. On va mettre quelque chose dessus bon, pour qu'elle parle moins fort, mais elle va quand même continuer à dire il y a du danger, il y a du danger, il y a du danger. Ça ne va pas déclencher aussi fort les hormones de stress, mais ça va faire une anxiété généralisée en fait. Donc concrètement, donc ça c'est tous les mécanismes de dissociation. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère de l'amnésie totale ou partielle. L'événement n'est pas enregistré dans la mémoire autobiographique. La personne, elle est coupée de ses sensations et de ses émotions. Tout ce que je disais tout à l'heure, les émotions viscérales, tout ce qui vient, les sensations du corps ne vont plus arriver au cerveau. Donc, selon l'événement traumatique, plus ou moins, c'est une question de l'échelle, de degré. Et après, dans la vie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va vouloir éviter de ressentir ça. Donc, les muscles vont figer, principalement les diaphragmes, donc principalement la respiration, le diaphragme pelvien, donc c'est en ça aussi où ça impacte beaucoup notre sexualité, on en parlera plus après. Et ça impacte vraiment beaucoup aussi notre relation, déjà parce que souvent, malheureusement, le trauma, il est interpersonnel, et aussi parce qu'on va vraiment mettre en place des comportements d'évitement pour plus ressentir toutes ces sensations. Du coup, il y a vraiment quelque chose en lien entre le trauma et l'isolement. La personne, elle va éviter tout un tas de situations dans sa vie et parfois vraiment éviter la relation, puisque souvent, là, c'est la relation qui est à l'origine du trauma. Et comme on a vu avec l'amygdale, ça peut générer de l'anxiété généralisée. Donc ça, c'est le tableau sur lequel on va se baser pour comprendre comment ça impacte notre spiritualité, notre sexualité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, si je me mets en mode galerie, je ne sais pas si je peux voir tout le monde. Vraiment pas. Peut-être on fait comme tout à l'heure. Si ce n'est pas clair, vous pouvez hurler dans le chat. Ok, tout va bien. Alors, me revoilà. Excusez-moi, je gère en même temps pour essayer un peu de vous voir quand même. Ok, donc en quoi un événement traumatique qui donc génère de la dissociation va impacter notre sexualité? On l'a vu, ça va l'impacter parce qu'on ne va plus trop être en lien avec nos sensations, avec nos émotions, donc avec notre capacité à être dans le présent. Et pour ceux qui ont déjà vu pas mal de conférences sur ce sommet, j'imagine que vous avez beaucoup entendu qu'une des bases pour goûter à une sexualité pleine et nourrissante, c'est la présence. C'est parce qu'on va pouvoir être dans notre corps, dans l'instant, qu'on va accéder à une sexualité pleine et nourrissante. Et cette capacité même, elle est vraiment impactée par le trauma et par la dissociation. Mais aussi, une autre qualité vraiment importante pour goûter à une sexualité nourrissante, c'est pouvoir goûter l'intimité avec l'autre. Et précisément, cette capacité à être en intimité avec le trauma, c'est devenu dangereux. Donc il y a vraiment, à la fois, on n'est plus vraiment dans notre corps, dans nos émotions, c'est difficile d'être dans le présent, mais c'est aussi difficile d'être en intimité avec l'autre. Et c'est aussi difficile d'être détendu. Déjà parce que le corps, on l'a vu, a figé, les diaphragmes, donc au niveau clairement le diaphragme pelvien, le diaphragme thoracique, enfin tous les diaphragmes, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en tout cas, il y a aussi, ça impacte notre capacité à être dans la détente avec notre corps, à accueillir l'autre corporellement. Donc ça impacte vraiment toutes les capacités nécessaires pour pleinement goûter la sexualité et notamment aussi la libre circulation de l'énergie du fait de cette tension musculaire, le fait que le diaphragme soit vraiment tendu, bloqué, fait que la circulation de l'énergie est entravée. Et c'est vrai que
une sexualité vraiment qui nourrit, c'est quand c'est vraiment cette circulation de l'énergie, seul ou à deux, ce partage énergétique dans la présence, c'est vraiment ça qui va nous nourrir. Et tout ça, c'est entravé. Donc, on va voir plus sur la sexualité dans quelques instants. J'aimerais vous parler maintenant comment ça a un impact sur notre spiritualité, sur la spiritualité incarnée. Donc, je réponds à ta question maintenant, Rubina. Donc, en fait, pour ça, j'aimerais vous parler un peu de différents types de traumas. Donc, je vais vous parler d'abord de l'impact des traumas précoces. Donc, les traumas qui arrivent dans la période de vie 0-3 ans, dans toute la période de vie où on ne peut pas avoir de souvenirs. Toute cette période où on est en mémoire implicite. On va se souvenir de ce qui nous arrive par le corps, mais il ne va y avoir aucun souvenir explicite qui va être enregistré. Et aussi, on est beaucoup plus vulnérable aux événements tout petits, puisque le cerveau n'est pas du tout encore mis en place. Ce qu'on a vu au tout début, du promeneur qui se balade et puis qui peut voir, ah ben non, c'est un serpent, tout va bien, ou ah ben non, c'est le chien du voisin, il va pas me faire mal, tout va bien, ah ben non, tout va bien. Il n'y a pas cette information, il n'y a pas de capacité à se réguler. Du coup, le petit est beaucoup plus débordé souvent. Et dans un trauma qui arriverait à ce moment-là, où en fait, on pourrait parler d'interruption du processus d'incarnation. C'est-à-dire qu'au tout début, le petit, il est très peu dans son corps, en fait. Il voyage un peu entre les deux. L'incarnation va se faire vraiment sur, on pourrait dire, les 6 premières années de vie. Enfin, en réalité, c'est toute une vie, hein, puisque c'est interrompu souvent, malheureusement. Mais en tout cas, il y a vraiment, quand ça un traumatisme, donc on a vu qu'il va couper des sensations, couper du corps, ça va couper le processus d'incarnation. Et il y a beaucoup de gens, moi, en cabinet, j'ai beaucoup entendu d'expériences de personnes qui se voient flotter dans le vide. C'est noir, c'est néant, il n'y a pas de contour, c'est très abstrait en fait. La personne, elle ne se vit pas dans son corps, elle s'est pas incarnée en fait. Et quand on a un traumatisme qui arrive à ce moment-là, donc que ce soit un traumatisme ponctuel, donc naissance traumatique, ou il peut y avoir un accident de la mer, un deuil, des choses comme ça, ou que ce soit ce qu'on appelle les traumatismes de développement, donc un deuil de la mère, par exemple, qui n'est pas disponible, ou la mère qui est angoissée ou maltraitante, ou voilà, la mère qui ne peut pas s'accorder à son petit. Quand je parle d'accordage, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un petit qui est en détresse, une mère sécure, elle va entendre la détresse de son petit, elle va pouvoir le rejoindre, et comme elle est en sécurité à l'intérieur, sa sécurité propre va apaiser son petit. Et si la mère est angoissée, soit carrément elle ne va pas venir, soit elle va venir, mais elle est tellement angoissée que ça ne va pas apaiser son petit, soit ça va la stresser que son petit pleure, elle va vouloir absolument qu'il arrête de pleurer. Et ça va générer à un moment donné un traumatisme de développement pour ce petit qui ne peut pas se réguler tout seul, qui déborde et qui donc va figer tout ce qu'on vient de voir. Peut-être pour illustrer ça, j'ai quand même envie de vous parler de la fenêtre de tolérance. Peut-être ça va vous donner un peu de clarté. On repart sur une petite explication. Alors juste, je regarde dans le chat, je vois qu'il y a des choses, peut-être il y a des questions. Comment vous définirez cette circulation d'énergie ? Ce que j'ai surtout envie de définir, c'est comment elle se bloque en fait. C'est-à-dire que ce que je peux percevoir, moi, dans la circulation d'énergie, en tout cas, je peux parler de moi. Moi, dans mes pratiques, en tout cas, il y a quelque chose vraiment que je peux sentir qui vient de la terre et du ciel. Bon, je suis plus dans la lignée du Tao. Et je vois comment ça peut remplir mon corps, ça peut circuler, ça peut monter par exemple dans ma colonne. Enfin, voilà, je vais plutôt pratiquer ça, faire redescendre. Et c'est quelque chose qui peut se partager dans la sexualité. Vraiment, comment on peut accueillir l'énergie
de notre partenaire, la faire remonter dans notre colonne, la faire redescendre devant et la lui redonner. Et puis, on peut vraiment s'amuser là-dedans. On peut aussi attirer en plus l'énergie de la Terre, mélanger l'énergie de la Terre à l'énergie de notre partenaire, rajouter l'énergie du ciel, lui redonner. Donc, libre circulation de l'énergie, comment je la définirais? Je crois que ce que je définirais comme libre circulation de l'énergie, c'est juste être un être humain épanoui. Là, je regarde à travers la fenêtre, il y a beaucoup d'arbres, ça circule. C'est la sève qui monte, ça se déploie, ça rayonne. C'est ça pour moi la libre circulation de l'énergie. C'est un être humain pleinement humain. C'est notre nature, en fait. Et du coup, quand c'est bloqué, ça ne peut plus circuler. Et il n'y a plus du coup ce bon d'être vivant. Parce qu'en fait, c'est comme ça que c'est vraiment bon d'être vivant. C'est quand on sent qu'on fait partie du tout. Et comment on sent qu'on fait partie du tout? Parce que ça circule en nous. Et ça communique. Donc là, j'ai pris l'exemple de la sexualité, mais c'est pareil avec la nature, en fait, avec les arbres, etc. Et on en revient sur spiritualité incarnée, désincarnée. Effectivement, c'est vraiment quand ça passe par notre corps que cette spiritualité, ce lien avec la nature, avec l'autre, va se goûter et que c'est bon, mais que c'est bon dans le corps, c'est pas bon dans l'éthéré. On va y revenir. Du coup, il y a une question. Spirituellement, à la rupture d'incarnation, j'imagine cela comme des attaques énergétiques. Alors, il y a plein de voies possibles pour expliquer ça. Moi, je l'explique avec le trauma. C'est mon chemin et c'est comme ça que je le comprends. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres façons de le dire et de le comprendre. Donc oui, pourquoi pas. On se sent en circulation. Mais quand on se sent dans cette circulation d'énergie, que lors d'états modifiés de conscience, dans des messages... Là, j'ai perdu. Je vais juste lire cette dernière question, puis après, je vais continuer pour pas qu'on interrompe trop le fil de tout ce que j'ai à vous dire. Quand on ne sent cette circulation d'énergie que lors d'états modifiés de conscience, dans des méditations ou des massages, c'est ça que tu veux dire, Anne? Oui. Et bien justement, c'est ce que je veux vous dire. Donc, je vais parler de la fenêtre de tolérance et puis on va arriver à ça. C'est ce que j'appellerais plutôt la spiritualité désincarnée, de mon expérience, de mon point de vue. On va en parler. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'était la fenêtre de tolérance. Hop. C'est un tout petit temps. Alors, fenêtre de tolérance. Donc, ça, c'est de traits symbole la zone d'intégration, c'est-à-dire la zone à l'intérieur duquel on vit un événement de façon plus ou moins intense. Donc, en bas, c'est le début des sensations. En haut, c'est l'intensité maximale des sensations. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qu'on peut intégrer. En dessous, en fait, c'est la sous-stimulation, le vide, l'ennui, la dépression. Quand il ne se passe rien, voilà, un tout petit qui est vraiment pas du tout touché, il n'y a pas d'interaction, il va être dissocié de fait. Au milieu, c'est vraiment là où on peut apprendre, où on peut progresser. Et ça, c'est très, très important, vraiment dans l'intégration des traumas. C'est-à-dire que pour intégrer un trauma, pour guérir, il faut rester dans sa zone d'intégration. Si on va travailler le trauma en goûtant trop d'intensité, on va sortir de notre fenêtre de tolérance par le haut, on va déborder émotionnellement, on va être hyper activé, on ne va pas pouvoir intégrer que c'est terminé, on ne va pas pouvoir guérir. Et si ça continue, c'est ce que j'ai symbolisé par le trait qui redescend, on va couper à nouveau. Donc, ce que je voulais juste symboliser par ce petit schéma, c'est quand on dépasse notre fenêtre de tolérance, si c'est trop, c'est un peu ce qu'on a vu, s'il y a trop d'hormones de stress, à un moment donné, on coupe et on ne va plus rien sentir. Et ça, c'est vraiment ce qui va se passer à plein de moments quand on va être réactivé d'un trauma.
j'en parlerai peut-être un peu plus, sera peut-être plus clair quand je parlerai de la mémoire traumatique. J'avais envie de vous le partager pour qu'on comprenne un peu de ce processus, de comment on coupe parfois dans les expériences spirituelles. Donc, ce que je disais, c'est que lors de traumas précoces, ça coupe le processus d'incarnation. Et face à ça, il y a un peu deux stratégies. Il y a des personnes qui vont avoir tendance à intellectualiser leur expérience. On va retrouver, c'est des personnes qui sont, enfin, dans les deux cas, que ce soit des personnes qui vont intellectualiser leur expérience ou qui vont spiritualiser leur expérience, il y a vraiment rupture avec le corps et la relation. Et donc, cette rupture avec le corps et la relation, elle se manifeste soit par une tendance à intellectualiser pour mettre à distance, soit par donc quand j'appelle spiritualiser son expérience, c'est-à-dire qu'en fait la personne qui ne s'est pas incarnée, elle a une grande compétence à sentir l'énergie. En fait, elle est restée dans ses corps éthérés. Donc il peut y avoir des dons de médiumnité, beaucoup d'intuition, on peut sentir des choses. On peut, pour répondre du coup à ta question, Anne, avoir des capacités extrasensorielles développées. Ce n'est pas des capacités sensorielles, c'est des capacités extrasensorielles qui sont développées. Et toutes ces capacités, la personne, elle va s'en servir pour se prémunir, pour se protéger de ces sensations et pour, d'une façon inconsciente, se protéger de la relation ou en tout cas d'aller la goûter ailleurs. Comme il n'y a pas vraiment possibilité de goûter la relation de façon vraiment sécure, authentique et profonde avec l'humain, elle va aller la goûter dans la nature, dans les mondes spirituels. Ce qui est possible aussi dans une spiritualité incarnée, c'est juste qu'on est passé par le corps. Et autre chose que j'aimerais nommer par rapport à ça, c'est lors de traumas extrêmes où on a une forte décorporation. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de selon l'intensité du trauma, il y a plus ou moins de liaisons qui vont être brisées. Pour la petite info, les liaisons brisées, c'est ce qui va faire couper la conscience qu'on a de nous-mêmes. Donc, quand il y a une forte dissociation, qu'il y a beaucoup de liaisons brisées avec les lobes frontaux, il y a vraiment une difficulté à se sentir soi, à se sentir être dans la vie. Et moi, j'entends beaucoup des choses. Alors, il y a ce phénomène de spectateur, mais oui, j'ai pas vraiment l'impression d'être dans ma vie ou des personnes qui se sentent pas vraiment vivants, en fait. Il y a ouais, alors c'est vraiment ça, quand il y a une décorporation, la personne, elle ne se sent pas vivante. Il y a le premier cas de figure où ce que j'appellerais une dissociation étanche. La personne, elle est tellement coupée que elle va avoir une vie relativement plate, mais en fait, elle est tellement coupée qu'elle ne souffre pas d'être coupée. Donc, dans ces cas-là, c'est des gens qui ont des vies relativement monotones. Voilà, il ne se passe pas grand-chose dans leur vie, ils ont le même boulot, le même chien, il y a peut-être une femme avec qui il y a une relation. Bon, voilà, ils ne s'engueulent pas trop, c'est pas hyper intime, mais ça, voilà. Ça, c'est vraiment une dissociation qui est étanche. La personne, elle ne souffre pas de ne pas se sentir pleinement vivante. Et là, pour le coup, il n'y a pas du tout de spiritualité. Donc, la question ne se pose pas à savoir si elle est incarnée ou désincarnée. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas de désir de ça, quoi. Et quand il y a une dissociation extrême, mais quand même un peu étanche, il y a une souffrance. La personne souffre de ne pas ressentir. Elle souffre de ne pas se sentir pleinement vivante. La voix, elle sent qu'elle ne peut pas pleinement y accéder. Et c'est ça qui va générer tout un tas de choses. C'est cette souffrance de ne pas avoir accès pleinement à la vie, à se sentir pleinement vivant. Dans ces cas-là, il va y avoir
J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, parce que je vous balance plein d'infos. Ok. Bon, après, on fera un petit temps en question si vous voulez. Donc là, je suis dans la deuxième partie où on a parlé des traumas précoces, possibilité, voilà, l'intellectualisation, la spiritualisation, et là, je vous parle des traumas extrêmes où il y a décorporation, ce qui peut arriver dans la partie précoce. Hein. On est d'accord avec ça. Et donc, dans ce cas-là, c'est cette dissociation où on souffre de ne pas se sentir pleinement vivant. Et qu'est-ce qui se passe comment souffrance de ne pas se sentir pleinement vivant? Il va y avoir des personnes qui vont rechercher l'intensité. Il va y avoir une quête, on veut se sentir vivant. Et dans ce vouloir se sentir vivant, il va y avoir une attirance par toute forme d'intensité, en fait. Et dans le toute forme d'intensité, on a aussi les expériences spirituelles intenses. On va vouloir vraiment sentir la connexion forte avec la nature ou avec Dieu ou avec peu importe ce qui nous attire. On va vouloir sentir les visions, connecter avec les autres mondes. C'est déjà parce qu'on ne sent pas la connexion. La connexion, il y a vraiment un trauma au niveau de la connexion interpersonnelle. Et on va le rechercher de façon intense, de façon extrême, des expériences mystiques extrêmes. Voilà, on cherche l'intensité pour se sentir vivant. Et dans le rechercher l'intensité pour se sentir vivant, il y a des dangers. Alors, franchement, la spiritualité, c'est un des dangers les moins graves, hein, à mon sens, même si, malheureusement, ce n'est pas la voie où on va vraiment pouvoir la goûter dans le corps, c'est-à-dire que toutes ces expériences qu'on va faire de façon décorporée, désincarnée, elles ne vont pas nous aider, elles ne vont pas nous soutenir dans notre vie. C'est-à-dire qu'on peut faire autant d'expériences spirituelles magnifiques qu'on veut, mais concrètement, ça ne nous aide pas à mieux en relation. Il y a toujours ce sentiment d'isolement, parfois ce sentiment de vide. Ça ne fait pas progresser ça, en fait. Ça donne des expériences, ça soulage. Ça, c'est des moments où, pendant un temps, on n'est plus en souffrance. Pendant un temps, on ne sent plus le vide. Mais ça ne fait pas progresser, en fait. Ça ne contribue pas à la personne. Et même à un niveau plus général, ce n'est pas ça qui va nourrir l'âme, parce que ça ne passe pas par le corps. Et après, il y a d'autres attraits vers l'intensité. Donc, j'entends qu'il y a une question. Je finis cette explication, puis je regarde les questions après. Je me suis perdue. Je parlais de la recherche d'intensité. Donc, dans cette recherche d'intensité, il va y avoir parfois les conduites à risque. Ça, c'est quand même plus dangereux. Les scarifications, voilà, tout ces tas de choses. Et il va y avoir aussi, dans le cadre thérapeutique ou dans des accompagnements de groupe, dans l'intensité, il y a le fait de vouloir se confronter au trauma. Et il y a quelque chose où quand on retourne dans le trauma et qu'on sent notre terreur, où on va vouloir regoûter la rage ou vraiment l'effroi, en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on a vu dans notre fenêtre de tolérance, c'est-à-dire qu'on va sortir de notre fenêtre de tolérance et on va redissocier. Donc, sur le coup, ça peut donner un sentiment d'apaisement parce qu'on s'est dissocié, en fait, on ne sent plus. Mais à partir du moment où on a été au-delà de notre fenêtre de tolérance, où on a été à rechercher se sentir vivant, en fait, parce que malheureusement, quand on est vraiment très, très coupé, là où on va retrouver le vivant, ça va être dans le trauma. Parce que c'est la dernière fois où on s'est senti vivant, c'était là. Avant de couper, c'était là. Et du coup, là, il y a de l'intensité. Là, on sent la rage, on sent la colère, on sent la peur, on le sent vraiment, mais on le sent d'une façon où on ne peut pas l'intégrer. Donc, j'en parlerai de comment cheminer. Il y a vraiment tout un travail de consolidation à faire. C'est vraiment les couches de l'oignon. C'est vraiment, on consolide, on intègre un petit peu, on consolide, on intègre un petit peu. Voilà. Vraiment, c'est de l'homéopathie, l'intégration des traumas. C'est vraiment important de prendre le temps pour rester dans cette fenêtre de tolérance. Et tant qu'on reste là-dedans, on apprend, on progresse, ça s'intègre, on est de plus en plus dans son corps, dans la vie, dans les sensations, à sentir l'énergie
tout ça. Donc, je prends la question, même si je n'ai pas complètement fini cette partie-là. Je vois qu'il y en a plusieurs, pas mal. Alors, les sports et situations à risque peuvent être en rapport avec des traumas? Oui, tout à fait. L'attrait pour ça, c'est vraiment, ça prend ses racines là-dedans. Cela ne va pas nous aider à être dans la matière et dans notre ancrage. Alors du coup, oui, tu as dû le dire à un moment où j'ai dit une phrase, mais là, du coup, juste comme ça, qu'est-ce qui ne va pas nous aider à être dans la matière et dans notre ancrage? Donc c'est Julie qui dit ça. Comment faites-vous avec des personnes qui ont vécu des traumas entre 0 et 4 ans qui n'ont pas de souvenirs? Oui, je pourrais en parler, je vais le noter pour en parler dans la dernière partie. Ça se fait très bien, rassurez-nous. C'est long, mais ça se fait très bien. En fait, juste pour répondre quand même, si je vais répondre maintenant, en fait, on n'a pas de souvenirs conscients, mais on a des souvenirs implicites. Donc, le corps se souvient de tout. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans des réponses techniques ici. Moi, vraiment, la méthode thérapeutique que j'utilise aujourd'hui, c'est l'intégration du cycle de la vie, l'ICV. Et pour ça, on a tout un tas de méthodes pour arriver dans ces zones-là. Et la personne, alors parfois, on ne va pas savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais par contre, on va savoir précisément à quel âge ça s'est passé et quelles sensations il y avait, et on va pouvoir les intégrer. Ça, vraiment, c'est possible. Mais il faut du temps. J'expliquerai un peu plus dans la partie de la dissociation. Je le note quand même. Tac, 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 c'est là. 0,4 ans. Et les addictions aussi. Oui, tu en parles, les addictions. Ancrage. Les addictions, c'est plus dans cette toute dernière chose que je veux vous dire dans cette partie de la dissociation. Donc, je vais en parler maintenant. Les addictions, ce n'est pas par rapport à la recherche d'intensité. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand on est dans le trauma, on ne se sent pas pleinement vivant, on est en souffrance. Donc, soit on est en souffrance, on ne se sent pas pleinement vivant, on veut rechercher vraiment se sentir vivant. Et donc, c'est tout ce qu'on vient de voir par la recherche d'intensité. Et il y a aussi le fait, il y a le malaise de ne pas se sentir vivant. C'est ce qu'on a vu par l'anxiété généralisée, l'amygdale qui dit danger, 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 danger. Et parfois, c'est juste insupportable. On veut juste que ça s'arrête. Et là, c'est là qu'il y a les addictions. Et aussi les conduites à risque. Il y a les deux aspects. À la fois, c'est pour se sentir vivant ou juste pour arrêter, pour se faire disjoncter, en fait. Vraiment, les personnes qui se balancent au-dessus du vide pour se faire peur ou qui se scarifient, c'est vraiment pour se disjoncter. Ça va régénérer une dose de cortisol, d'adrénaline, et hop, ça va couper. Pendant un instant, la personne, elle a la paix. Et ben, les addictions, c'est ça, en fait. C'est juste le trauma qui est en train de dire on est en danger, on est en danger, on est en danger, parce qu'il n'a pas intégré qu'en fait, c'est fini. Et c'est juste insupportable. Donc, les addictions sont là pour arrêter ça, quoi. Et que penses-tu des nombreux moyens qui existent maintenant pour accélérer l'intégration par la pleine conscience? Alors oui, la pleine conscience, c'est ce que je disais par rapport à l'approche holistique. Donc, alors, je vais quand même préciser. Mais c'est fondamental que, effectivement, plus on va développer la conscience du corps par la pleine conscience, c'est une des façons. Il y a deux façons, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite peut-être sur mon site internet incarnerlessentiel.com. Dans l'approche holistique de mon programme, j'ai une toute vidéo qui présente le programme et je parle un peu de ça. Voilà, comme ça, j'en parle pas là. Je n'ai pas trop idée de quelle heure il est, mais ça va très vite, voilà. Donc oui, la pleine conscience, c'est fondamental pour que quand on est en train d'intégrer le trauma, on soit présent dans son corps. Parce que c'est vraiment cette information que là, je suis là maintenant dans le présent, on va pouvoir intégrer ce qui est dans le passé puisqu'on sent qu'on est dans le présent. Et c'est pour ça que quand on n'est pas suffisamment solide, on ne peut pas intégrer dans le passé parce qu'on ne se sent pas présent. Et je vais accélérer, j'ai envie de vous dire tellement de choses. Et alors, je ne lis pas la prochaine question, sinon je ne vais pas y arriver. Et ça va répondre par contre à la précision sur la pleine conscience. Donc, il y avait le fait que
quand on ne se sent pas vivant, on cherche l'intensité. Et il y a aussi comment arrêter ce malaise. Donc, dans arrêter ce malaise, il y a effectivement les addictions et tout un tas de choses. Mais il y a aussi arrêter ce malaise en se décorporant par des pratiques spirituelles. Donc, c'est vrai que parfois, la spiritualité, certaines pratiques de méditation, on y va pour ne plus sentir, pour s'apaiser. En fait, c'est comme un shoot. Il y en a, ils vont fumer une cigarette, d'autres, ils vont méditer. Et c'est dans ce but de s'apaiser. Et donc, quand c'est par la méditation, c'est vraiment... Je pense qu'il y a deux façons. Soit il y a vraiment le fait, cette capacité en fait du trauma précoce de hop, se mettre dans ces états éthérés, et puis là, on ne sent plus le corps, on ne sent plus les angoisses, donc on est bien. On s'est juste décorporé. Après, il y a aussi dans le fait, dans certaines pratiques, tout dépend en fait quelle pratique on a. Donc, des pratiques qui hop, nous fassent sortir du corps. Et il y a des pratiques où on va quand même par le corps, où l'entrée, c'est observer les sensations. Et dans ces pratiques où on va observer les sensations, si les sensations, c'est des sensations d'angoisse, de terreur, on va dissocier parce que c'est trop dur. Donc, soit ça va faire augmenter l'angoisse, et puis à un moment donné, il va y avoir ce truc de « Ah, ben voilà, j'observe, oui, mon corps est douloureux, j'ai mal ci, j'ai mal ça, il y a une angoisse, mais je ne sens plus rien. » C'est vraiment très différent de « J'accueille que là, il se passe quelque chose en moi, que « Ah, je me coupe pour ne plus le sentir. » Et ça, c'est un chemin qui est assez subtil. Et à vrai dire, quand vraiment c'est très, très intense au niveau de l'angoisse, il y a une limite à « j'accueille ce qui est là ». Et dans ces moments-là, c'est juste comment avoir des outils pour se réguler, pour se dire « Ok, là, je suis dans une zone où je suis en train d'arriver à ma zone de tolérance, où je suis peut-être même au-dessus. Comment je vais plutôt aller faire quelque chose de concret pour me réguler ? Comment je vais peut-être aller voir ma voisine qui est sympa, qui va me payer une tisane. On va parler, ça va me faire du bien. Ou peut-être je vais aller courir. Tout dépend le mode de régulation qui est là important. On ne va pas rentrer là-dedans à ce moment-là. Mais à un moment donné, si on est dans cet état-là, le fait de vouloir l'accueillir, l'embrasser, oui, c'est une magnifique intention, mais il y a un risque qu'on va dissocier là, selon l'intensité. Et après, plus on avance dans l'intégration de ces traumas, plus ces pratiques-là, elles sont vraiment super et profitables parce qu'on embrasse notre expérience. Mais quand on est trop dissocié, quand le trauma est trop fort, on n'a pas cette capacité d'embrasser notre expérience. On a besoin de soutien. Oui, c'est subtil, c'est sûr. Mais avec l'expérience, ça devient clair. Voilà, faut expérimenter. De toute façon, la vie, je crois que c'est vraiment ça. Bon, je vous propose 1 minute de pause. J'ai dit beaucoup de trucs. Je vais nous mettre une toute petite musique pour qu'on respire là. Et puis, il y a vraiment d'autres choses que j'ai envie de vous dire. Et je vais du coup lire les questions pendant cette petite minute de pause. Alors, avancer sur l'ordinateur. Hop. Voilà, s'il y a besoin de s'étirer, d'aller aux toilettes, de boire, on prend une toute petite pause. Hein, mais comme ça, je lis les questions. Obiero ayuda guita la vai baba. Obiero am
to one ne wa yuagu yedalawai babai. Yetheno negni gwen yaerem gito chwer. Yetheno negni gwen babairo rem gito chwer. Obilo lui gage bunde tokida. Obilo lui gage bunde tokida babai. On diega boro erolo nindara nenerabat. On diega boro erolo nindara nenerabat. No way. Baba boy. On t'entend pas, Célia. Away, baba boy. Away, baba boy. Away, baba boy. La 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 way, mama boy. Le 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 le. Voilà pour la micro-pause. Voilà pour la micro-pause. Vous me entendez là maintenant? Tu m'entends, Villa? Ouais. Ok. Donc, c'est reparti. Alors, juste, je vais dans les questions. Il y avait la créativité artistique peut aider à la récorporation et à la pleine conscience avec soi. Qu'est-ce que j'en pense? Là, la réponse ne peut pas être courte, donc je ne vais pas prendre le temps là. Ça va plus être comment la créativité artistique va réguler la personne au niveau de son système nerveux. Ça va dépendre des gens. Est-ce que ça va être une fuite ou est-ce que ça va la remettre dans son corps? Ça dépend. Vraiment, il faut étudier plus précisément qu'est-ce que ça fait. Et il existe il existe un endroit entre les deux où on se place dans son temple intérieur en sécurité et qu'on fait venir progressivement les souffrances et traumas jusqu'à les dissoudre. Oui, c'est une façon de faire. Quand certains événements me rappellent le trauma, sans doute le trauma, je fais des crises de boulimie. Est-ce une manière de dissocier? Oui. Micro-pause. Oui, c'était micro. Je n'ai pas fait en plus pour la pause, j'ai envie de vous dire trop de trucs. Pourrait-on échanger par la suite? Je suis étudiante en psychosexologie passionnée. Ben oui, c'est passionnant. On pourra si tu veux, on verra ça, il y a des possibles. Alors, on va continuer sur la mémoire traumatique. Donc, une bonne inspiration, parce que je sais que la pause était micro, voilà, même si elle fait du bien, elle était express. Alors, hop, partage d'écran, fichier, mémoire traumatique. Alors, donc, quand on est dissocié, donc ce qu'on a vu, c'est que l'amygdale est enquistée, les liaisons sont brisées. L'amygdale, elle continue à envoyer des informations comme quoi il y a un truc qui ne va pas, l'événement n'est pas terminé. Il est enregistré sous forme de fragments isolés. Et il va y avoir dans notre quotidien, ce que j'expliquais en prenant l'exemple de l'accident de voiture la nuit avec une voiture rouge sous la pluie, des événements de notre vie qui vont nous activer, qui vont réactiver notre mémoire traumatique. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces moments-là? Il peut y avoir des flashbacks, où il y a vraiment de la mémoire traumatique et des souvenirs concrets qui nous apparaissent. Des sensations, j'ai mis de sensations de terreur, mais ce n'est pas forcément que terreur, hein. Ça peut être sensation de rage aussi. En tout cas, des sensations débordantes. Des pensées dévalorisantes, la honte, la culpabilité, ça c'est très très lié avec la mémoire traumatique. Et il va y avoir, on va réenclencher les hormones de stress, les réactions archaïques de survie. Et à nouveau, le thalamus va se bloquer, des nouvelles liaisons vont se briser et on va dissocier. Réaction ultime de figement, survie. Et on va faire des nouveaux fragments. Donc ça, c'est vraiment
La difficulté avec les traumas, c'est que dès qu'on réactive un trauma, on dissocie un peu plus. On va se couper encore un peu plus. Après, en l'occurrence, c'est pas tellement sur cet aspect que j'ai envie d'insister là tout de suite, mais j'ai plus envie de vous parler de comment ça se passe dans la sexualité, la réactivation de la mémoire traumatique dans la sexualité. Parce que la sexualité, c'est un endroit d'intimité. Donc, tous les traumas en lien avec faire confiance à l'autre, à pouvoir se dire, être soi avec l'autre, tous les traumas d'attachement avec la mère, tous les traumas de développement vont être activés dans la sexualité partagée. Mais de toute façon, même si c'est une sexualité avec soi, il y a vraiment tout ce lien de comment je mérite de l'amour, comment je mérite d'être touchée, comment je mérite de me donner du temps, etc. Donc ça va être réactivé. Et toutes les agressions physiques et sexuelles, étant donné que dans la sexualité, on est dans le contact, vont potentiellement se réactiver aussi dans la sexualité. Du coup, on va avoir tendance à se couper, à se figer. Alors, ça peut être avant d'entrer dans un temps plus de sexualité, c'est difficile, l'accès de la sexualité est difficile. Parfois, c'est vraiment au moment où on est en train d'échanger de la sexualité avec soi ou avec l'autre, pour x, y raison, le trauma s'active, il peut y avoir des flashbacks, ou ça peut être on était bien, puis d'un coup, on ne sent plus rien, ou d'un coup, on n'est plus avec l'autre, ou d'un coup, mais pourquoi il fait ça, on projette un truc sur l'autre, en fait, on est dans notre réactivation. Ça va vraiment entraver tout un tas de choses. J'en avais déjà un peu parlé au niveau de la dissociation. Et ce que j'aimerais vraiment partager avec vous, c'est la mémoire colonisatrice de l'agresseur. Alors, qu'est-ce que c'est que mémoire colonisatrice de l'agresseur ? On a vu que quand on fige, l'événement, il est enregistré sous forme de fragments isolés. On va enregistrer les pensées de l'agresseur, on va enregistrer ses paroles, on va enregistrer ses intentions. Donc, souvent, là, je vais aller spécifiquement dans les traumas sexuels ou même d'agression physique, c'est un peu la même origine. Mais l'origine de l'agression, pourquoi cet agresseur commet cette agression, au final, il est poussé par son sentiment d'impuissance. En fait, il est lui-même en réactivation traumatique, dans une réaction traumatique d'impuissance. Et ce qui vraiment, lui, va lui faire du bien, c'est un peu ce qu'on a vu, c'est sa façon en fait de disjoncter à l'agresseur, ça va être de se sentir puissant. Et il y a du coup souvent dans les agressions, si on est victime d'agression, il y a vraiment ce lien de domination. On va intégrer vraiment la volonté de destruction, de domination de l'agresseur. On va intégrer ses pensées, ses paroles, la destruction. C'est pour ça tout ce qui est de l'ordre de honte, culpabilité, c'est vraiment ça, des choses qu'on a captées de l'agresseur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puis ça peut être activant, ce n'est pas la question. La question, moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est un point de vue qui m'est relativement personnel. Mais pour moi, la sexualité classique d'aujourd'hui, c'est une sexualité d'origine traumatique. Et que ce soit personnel, générationnel ou sociétal. Et pour moi, donc dans la sexualité courante, il y a quand même souvent, on retrouve des désirs un peu de domination, de soumission. Il y a, ça arrive fréquemment, des fantasmes de violence. Tout ça, ça vient pas de nulle part. C'est vraiment un héritage traumatique, personnel, générationnel ou sociétal. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est pas ça, la sexualité. La sexualité, c'est vraiment le partage, c'est la connexion, c'est
vraiment générer de l'amour. Et pour moi, utiliser son corps pour prendre du plaisir, utiliser le corps de l'autre pour prendre du plaisir, pour moi, c'est violent et c'est un héritage traumatique. Alors, j'ai vraiment envie de mettre beaucoup de douceur avec ce que je suis en train de dire, parce qu'on fait quand même tout ça, ou on l'a fait beaucoup. Donc, c'est OK avec ça. Juste que j'ai envie de partager, c'est que vraiment, je ne crois pas que c'est ce qu'on veut réellement. En tout cas, je peux parler pour moi. Et c'est vrai que voilà, pour vraiment goûter aujourd'hui une sexualité dans le rien vouloir, dans la présence, dans le être là, et dans le être nourri par l'échange d'énergie, par, on verra, j'en parlerai un petit peu plus tard, par l'intelligence des sexes, il y a quelque chose qui nourrit notre âme d'une façon tellement profonde et qui génère tellement d'énergie, tellement d'amour. Pour moi, c'est ça vraiment la sexualité. Après, il y a aussi, je veux dire, j'ai rien contre partager du plaisir, et c'est vraiment pas à cet endroit-là que je parle de violence, mais je parle plus dans utiliser le corps pour obtenir quelque chose. Et après, il y a des degrés différents. Et c'est vraiment un chemin, c'est un long chemin. Donc, à la fois, j'ai très envie de vous partager ça, et j'ai quand même envie aussi de mettre beaucoup de douceur dans ce chemin, parce que oui, c'est ce qu'on a reçu, et parfois, on prend ce chemin de cette direction, d'aller vers l'orgasme, et il y a du plaisir, et c'est tout à fait OK. Et ça peut aussi se faire par l'autre voie, la voie du rien chercher, et ça vient et on le partage et on est dans le jeu et dans l'innocence. Et ça peut aussi parfois, après avoir pris cette voie-là, peut-être on est un peu tendu, peut-être on ne va pas super bien, peut-être on est un peu agacé, on est un peu énervé. Voilà, sûrement qu'on était dans ce que moi j'appelle une sexualité un peu traumatisée. Et c'est un chemin de déconditionnement et un chemin vraiment d'intégration, ça prend du temps. Vraiment, moi, je trouve que ça en vaut la peine. Là, je commence à parler un peu vraiment de mon point de vue. Mais c'est vrai que, voilà, personnellement, je crois que ce qui nous nourrit profondément, c'est autre chose que ça. Et notre corps, il a l'intelligence du corps, c'est l'amour. Et pour moi, c'est vraiment ça, la sexualité. C'est partager l'amour. Et ça nourrit tellement au-delà du plaisir sexuel qui peut s'ajouter. Mais pour moi, c'est pas ce qui c'est pas ce fondamental, et c'est pas vraiment ça qu'on veut profondément. C'est mon point de vue, et j'ai vraiment envie de partager cet aspect-là avec vous. Et je vais regarder, parce que j'ai vu qu'il y a des questions qui se sont posées dans le chat. Alors, on en est où? La micro-pause, où on a subi également. Oui, je pense, ouais, là du coup je ne comprends pas, mais ça devait être quand je parlais de domination, soumission, j'imagine. Je partage cette vision, sexualité mécanique, passion de perpétuer une violence. Je comprends comme n'a pas voulu. Ouais. Je partage aussi ce point de vue, les fantasmes masculins et féminins, statistiques sur les fantasmes, le miroir reflet de notre société, etc. Ok. Est-ce que il y a... Bon, il est déjà 12h15. Est-ce qu'il y a juste une question sur ça avant que je partage un peu de comment cheminer avec tout ça? Je laisse 5 secondes pour la question. Sur 5 secondes, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, c'est super. On va laisser la place de questions à la fin, je vous rassure. Ah, il y a une question. Non, c'est un message, pas une question.
surtout cela m'a marqué la dégénération de la responsabilité du plaisir féminin. Oui, c'est sûr, ça fait partie de ça. Ouais. Alors, comment qu'on fait? C'est bien gentil tout ça. Bon, alors, c'est pas miraculeux. Hein, voilà, je suis désolée, je ne vais pas vous donner une baguette magique pour qu'à la fin du webinaire, vous allez tous intégrer vos traumas. Mais c'est du temps. C'est du temps. Donc, la première chose, on en a déjà parlé au début, c'est une approche holistique. C'est fondamental, c'est pluridisciplinaire. C'est ce que tu m'as demandé, Rubina, au départ. Je ne vais pas forcément re-rentrer là-dedans. L'autre aspect, c'est donc une approche ciblée sur le trauma qui peut se faire en partie en groupe et en partie en individuel. Donc, j'insiste encore que la partie individuelle, on ne peut pas la contourner. Bon, je ne veux pas faire de généralité. Hein. Chaque histoire est singulière. Il y a plein de formes différentes. Donc, je sais qu'il y a des expériences autres, mais on va parler là pour le coup dans la majorité des cas. Vraiment, l'approche individuelle est nécessaire. Et dans cette approche individuelle, donc je vais vous parler un peu plus de ces histoires de couches là, de l'oignon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand la personne est... je vais vous montrer un petit schéma. Alors, je fais une petite flèche là. On va dire que ça, c'est la ligne de vie. 0,37. Voilà. Et j'ai mis là des croix pour des traumas extrêmes, et puis là, c'est ce que j'ai mis des traumas répétés, quoi. Et puis, si je prends mon stylo, si je le trouve, je vais rajouter le trauma de développement, qu'on va mettre comme ça. Quand, voilà, il y a le trauma ponctuel. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le trauma, on a vu qu'il n'est pas noté comme terminé. Donc, si je prends là les petites croix, là, hop, bah, il va rester tout le temps. Et puis, il va se réactiver, donc il va s'amplifier. Puis, il va se réactiver, il va se réactiver, il va se réactiver, il va se réactiver. Et puis, chaque trauma va faire ça. Donc, celui-là aussi. Et puis, celui-là aussi. Et puis, celui-là aussi. Puis, en plus, celui-là était gros, alors il fait fort. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et puis, ben, on a aussi en plus la mère qui n'a pas su vraiment répondre à nos trucs et tout ça et machin. Voilà, voilà. Hop. Donc, ça, c'est un peu le bruit de fond qu'on a en permanence, qui fait qu'on est plus ou moins présent, plus ou moins là. Et ça peut aller de 5% à 95%. Et tant qu'on est avec ce bruit de fond et ces réactivations permanentes, ça va être difficile d'aller au profond de notre trauma pour l'intégrer. Il n'y a pas la capacité, en fait. Il y a la fenêtre de tolérance qu'on a vue tout à l'heure, en fait, elle n'est pas égale selon les gens. Donc, quand on a un schéma, là, comme je vous ai montré, la fenêtre de tolérance, ben, elle est minimale. Donc, ce qu'il va falloir, il va falloir augmenter notre fenêtre de tolérance pour aller intégrer notre trauma. Et ça va se faire petit à petit, c'est-à-dire qu'on va consolider un peu ce schéma-là. Hop. Si on le regardait comme ça, là, depuis, ça ferait quelque chose comme ça. Donc là, on a notre soi, le cœur du trauma, et puis tous les ricochets tout autour. Ben, avant d'aller intégrer le cœur du trauma, le cœur de l'oignon, il va falloir intégrer les couches d'abord. Et donc, ça va se faire petit à petit. Et entre chaque couche, il va y avoir tout un travail de consolidation. La consolidation, c'est comment le trauma, il a affecté notre vie. C'est-à-dire comment, là, j'ai vécu un truc sympa, mais quand je l'enregistre dans ma mémoire, ok, il enregistre le truc sympa, mais il y a tout ça, en fait.
Le souvenir du truc sympa, c'est tout ça. C'était sympa et je me sentais angoissée dans le fond et puis j'entendais des cris dans le fond et parce que ça ne s'arrête pas en fait. Du coup, notre vie, elle est vraiment colorée par ces traumas qui sont encore en train de dire c'est là, qu'on entend plus ou moins, parce qu'on est plus ou moins comme ça pour ne pas sentir, on évite plus ou moins les endroits où ça va nous réactiver, mais c'est quand même là. Du coup, entre chaque couche à intégrer, il va falloir diminuer le bruit de fond et diminuer le bruit de fond dans la perception qu'on a eue de notre vie. Voilà, c'est vraiment progressivement intégré. Et à chaque fois qu'on est plus solide, alors c'est... bon, je parle surtout de la méthode thérapeutique que moi je connais. Chacun, voilà. Mais bon, globalement, de plus en plus quand même, il y a une compréhension fine de la dissociation et de comment jouer avec ça. La particularité de l'ICV par rapport aux autres méthodes thérapeutiques, les autres méthodes thérapeutiques, elles fonctionnent par phase. Donc, il va y avoir une phase de consolidation, une phase de confrontation au trauma, une phase d'intégration. En ICV, on fait tout en même temps. À chaque séance, on fait un peu tout et puis on descend comme ça petit à petit. C'est un peu différent. Voilà, l'intention est la même parce que finalement, dans les autres méthodes thérapeutiques, ils font de l'intégration, ils vont au trauma, ils font « oups, là, en fait, c'est un peu trop », donc ils retournent et bon, ça fait un peu quand même ça. Et du coup, quand on consolide, hop, on se sent plus présent. Il y a quelque chose vraiment, moi, ce que j'ai senti, c'est la densité dans mon corps. Je me sentais plus dense, je ne sais pas comment expliquer. Les pieds plus présents, plus de densité dans le corps. Et plus je commençais à me sentir là, hop, il y avait des nouveaux trucs qui revenaient. Et là, on pouvait les intégrer. Et puis, allez, on recontinue à consolider. Ah, je suis un petit peu plus dense. Puis, au bout d'un moment, on sait que quand on commence à se sentir mieux, c'est qu'il va y avoir un nouveau truc qui va sortir. Et plus ça va, plus le nouveau truc qui sort, il y a tellement plus de présence qu'il y a vraiment comme une bascule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plus de pourcentage qui est dans le présent que de pourcentage de traumatisme, de choses encore réactivées. Donc, quand les choses y réactivent, même si c'est des trucs trash, forcément, puisque plus on va, plus on est dans le difficile, la présence et la solidité nouvelle font que ça se gère mieux aussi. Hein. Et voilà, et on avance comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'intégration des traumas pas à pas. Et pour moi, c'est fondamental d'avoir cette connaissance aussi dans le travail de groupe parce que comment justement faire en sorte que les personnes restent dans leur fenêtre de tolérance, développent leur conscience corporelle et énergétique sans se réactiver, que ça soit vraiment au profit de leur libération intérieure et que ça aille pas dans justement se redissocier et voilà, vraiment goûter ça et aussi ce qui me vient là, c'est je reviens un peu sur finalement cette notion de spiritualité incarnée et cette notion aussi de sexualité nourrissante. C'est plus on va être dans son corps et avec les traumas intégrés, moins il va y avoir cette recherche d'intensité, plus le bon, il va être dans le, entre guillemets, 3 fois rien. Et c'est aussi ça, la spiritualité incarnée, et vraiment au niveau de la sexualité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'aller chercher quelque chose, parce que le fait d'être là, de respirer avec l'autre et de recevoir son énergie, c'est transcendant. Il n'y a rien à faire, en fait. Et c'est, voilà, là, j'ai donné cet exemple parce qu'on est dans le sommet de la sexualité sacrée. Mais c'est, voilà, juste être en lien avec l'arbre du jardin ou avec son petit garçon. Voilà, c'est des choses... voilà, plus ça va, plus c'est le simple qui nous nourrit, en fait. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et dans la sexualité aussi. Et quelque part, à un moment donné, quand il y a
première bonne couche de consolidation qui a été faite, il y a vraiment quelque chose, on peut rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que, oui, plus on intègre ces traumas, plus on va vivre la sexualité comme ça, mais aussi plus on va rentrer dans la sexualité par cette porte-là, plus ça va aussi nourrir cette sexualité dans le concret, dans le corps. On peut, à partir d'un certain moment, on va vraiment pouvoir le faire dans les deux sens. Surtout si on a cette conscience de « Ah, là, est-ce que je me dissocie ?» ou « Ah, je suis en train de déborder, comment je reviens ?» Voilà, tout ça, c'est des outils à développer, des consciences de soi à mettre en place pour rester dans sa fenêtre de tolérance et petit à petit pouvoir, je vais dire, négocier dans sa sexualité, ce n'est pas un très joli terme, se respecter dans sa sexualité, prendre soin de soi. Et donc, je disais, comment cheminer? Donc, approche pluridisciplinaire, voilà, spéciale directement dans les traumas. Et par rapport à la sexualité, moi, j'aime beaucoup créer un espace sacré. Quand je parle de créer un espace sacré, c'est vraiment, donc que ce soit seul ou à deux, c'est prendre un temps. Alors, moi, j'aime me relier, j'ai ma reliance, ça me nourrit. Et en tout cas, c'est ouvrir un espace de conscience, un espace où là, je vais être dans la présence, de poser cette intention-là. Donc, chacun va avoir sa façon de le faire. Et dans ce... c'est comme baliser le chemin. Dire, voilà, là, je rentre dans un espace, je pose l'intention d'être le plus en plus présent et implicitement, on pose l'intention, si je suis plus présent, de comment je vais prendre soin de moi pour me ramener le plus vite possible. Parce qu'on a vu que justement la sexualité va potentiellement nous redéclencher. Comment on va pouvoir gérer avec ça? Donc, on va prendre le cas d'abord de la sexualité avec soi-même. Pour moi, c'est la base. Donc, moi, je crois vraiment à l'importance, donc je crois que j'ai bien dit, mais je le redis, à la consolidation. Donc, c'est important d'avoir ce travail en parallèle. Et l'important, ça va être d'y aller en douceur, de vraiment y aller petit à petit. Que dès qu'on sent, et il va y avoir aussi, ça va vraiment être important de pouvoir s'observer. Et ça, il y a tout un tas d'outils, notamment au niveau de la régulation du système nerveux, pour savoir, tiens, ah, là, quand je fais ça, je me connais, c'est que là, je suis en train de ci, de ça, c'est que j'ai peur, ou c'est que... Comment, du coup, on arrête? Voilà, comment on peut vraiment y aller petit à petit et au moindre signe de « je suis en train de sortir de ma fenêtre de tolérance », comment on peut arrêter? Et ok, peut-être la pratique s'arrête là, comment je prends soin de moi? Ok, je sais quand je suis dans cet état, c'est telle chose qui me fait du bien, bah, je vais aller le faire maintenant. Il faut vraiment y aller petit à petit, prendre soin de ça. Et non seulement quand on fait ça, on évite de recréer des fragments traumatiques, mais on est en train de créer une nouvelle expérience. On est en train en fait d'être une bonne mère pour nous. On est en train de prendre soin de notre fenêtre de tolérance, de soi-même de se remettre dans notre fenêtre de tolérance. Donc, on crée de nouvelles expériences de prendre soin. Et ça, c'est vraiment... c'est hyper nourrissant et c'est vraiment guérisseur. Et dans la sexualité avec soi-même, moi, je suis une grande fan du yoni massage que j'ai découvert avec toi, Rubina. Le yoni massage. Voilà. Je crois que demain, Rubina, je ne sais pas si c'est un atelier là-dessus que tu fais avec les femmes. Je sais qu'elle a fait un atelier là-dessus, Rubina. Mais voilà, le yoni massage, c'est une grâce. Réjouissons-nous du yoni massage. Donc voilà, j'ai reçu ça par Rubina. J'aime beaucoup aussi l'approche de Tammy Lee Kent, qui a écrit Le féminin sauvage, qui est complémentaire et qui parle beaucoup d'autres pratiques auxquelles je me suis formée. C'est vraiment une ressource précieuse pour moi. Et moi, j'aime beaucoup aussi le lier avec des pratiques plus chamaniques, des choses que j'ai pu aussi développer plus dans l'hypnose humaniste. Voilà, chacun après met sa couleur là-dedans.
Mais vraiment, pour moi, le yoni massage, c'est une belle voie de guérison, avec vraiment avec cette conscience de soi au niveau de sa fenêtre de tolérance et de comment prendre soin de soi. Et voilà, ça va permettre, donc ça ne va pas consolider, même si le fait d'avoir des nouvelles expériences, j'entends ma limite, je la respecte, ça c'est vraiment guérisseur. Il y a quand même un travail de consolidation important à faire pour pouvoir aller ensuite libérer par ce biais et par le biais de thérapie des mémoires logées dans les tissus. On a vraiment dit que les diaphragmes se tendaient, et donc dans le plancher pelvien, il y a énormément d'énergie à libérer, de mémoire à libérer. Et voilà, ça se fait vraiment avec toute cette conscience, tout ce dont je parle depuis tout à l'heure. Et je trouve qu'ouvrir un espace sacré, ça permet vraiment de prendre soin de soi, parce que qu'est-ce qui se passe? La mémoire colonisatrice de l'agresseur peut s'activer. Donc, c'est-à-dire, on est là, on sent que c'est plus très bon pour nous, mais il y a comme un truc où on y va quand même, où il y a encore ce truc de se faire du mal, alors que ça peut soutenir vraiment. Voilà, là, je prends soin de moi, au moindre truc où je sens que c'est pas ça, ou que je suis en train de partir dans une direction de préhension, de sexualité prédatrice, je m'arrête. Et je prends soin de moi, et je me régule, et je me fais du bien. Ça, c'est quand on est seul. À deux, créer un espace sacré, c'est super aussi, je le conseille. Et à deux, moi, j'aime beaucoup, donc je vous conseille aussi, je mettrai ce que je conseille après dans le chat, ça, je viens de voir passer féminin sauvage, c'est quoi? Je vais vous le noter. J'aime beaucoup le TEDx de Jean-Philippe Ruette. Pourquoi faire l'amour? Peut-être il y en a plein déjà qui l'ont vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Déjà, en tant que femme, pour moi, c'est joyeux d'entendre un homme parler de son chemin. Puis il est drôle. Et lui, il parle des 3 R. Ralentir, respirer. Ah bah tiens, ralentir, respirer, ressentir, bien évidemment. Les anciens schémas de grande dissociée. C'est quoi le 3e? Ressentir. Ah oui. Ralentir, respirer, ressentir. Ça marche aussi quand on est seul. Et vraiment, c'est dans la présence, quelque part, le ralentir, respirer, ressentir, on pourrait dire présence. Ça décrit ça, en fait. Donc, c'est vraiment être là, dans le temps, écouter ce qui est. C'est vraiment dans écouter ce qui est. Et donc, il y a 2 choses que j'ai envie de partager par rapport à ça. Peut-être 3. Par quoi commencer? Vous voulez commencer peut-être quand il y a une réactivation traumatique, quand on est à 2. Alors, réactivation traumatique quand on est à 2, donc soit on se tend, on fige, ok, ça. Dans tous les cas, c'est arrêter. On met sur pause. On arrête ce qui se passe, on revient à soi. C'est la même chose que quand on est seul, en fait. C'est vraiment, on est en train de sortir de sa fenêtre de tolérance. Là, s'il y a des flashbacks ou si je suis en train de penser aux courses, là, c'est que je suis en réactivation traumatique. Donc, je ne suis pas en haut de ma fenêtre de tolérance, mais je suis en bas de ma fenêtre de tolérance. Donc, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Comment je peux prendre soin de moi et dire, OK, là, j'ai besoin de prendre soin de moi. Ça, c'est une chose. Parfois, ce qui se passe, c'est que la réactivation traumatique fait qu'on est figé, qu'on n'arrive pas à arrêter. Et que du coup, l'autre se retrouve, selon notre vision, du coup, à faire des choses qu'on n'a pas envie. Ou en tout cas, on n'arrive pas à dire que là, on n'est plus dedans. Et ça, j'ai vraiment envie de le partager parce que parfois, on peut du coup, ça peut mettre une tension avec l'autre. Et on peut même avoir de la colère, lui en vouloir, etc. Et le plus vite qu'on arrive à se ressaisir, parce que voilà, on est figé, on fait notre mieux, on n'arrive pas à dire, dès qu'on s'est récupéré, comment on peut le nommer. Et le nommer
vraiment en partant de soi. Ça va vraiment remettre le lien. Parce que dans ces moments-là, ça peut couper le lien. Et vraiment, le fait de dire, ça va permettre de savoir il était où l'autre. Parce qu'on imagine tout un tas de trucs souvent dans ces moments-là. Et en fait, quand on en parle, en fait, l'autre, il avait juste envie de nous faire plaisir et il croyait qu'on voulait ça, souvent, en général. Ou enfin, il est en lui, dans le meilleur des cas quand même. Mais il y a... Souvent, on s'imagine des trucs, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment bien de pouvoir nommer en parlant de soi, dire, voilà, à un moment donné, j'étais plus trop là, et voilà, j'avais pas envie de ce qui se passait, mais j'ai pas réussi à le dire. Et pour rétablir le lien. Déjà parce que c'est vraiment dommage de détériorer un lien. Et en plus, rétablir le lien, ça va nous réguler, en plus, émotionnellement. C'est la cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est la première chose, s'il y a une réactivation traumatique à deux. Et après, comment, et ça c'est la cerise sur le gâteau, comment la sexualité peut nous aider à intégrer notre trauma, peut être source de guérison quand on est dans une sexualité par l'amour, avec l'amour. Quand je parle d'amour, je parle de vibration d'amour, d'un état énergétique. Voilà. Comment je peux mettre des mots précis, peut-être c'est justement, je vais me répéter, mais dans ce... Et accueillir l'énergie de l'autre et donner son énergie, voilà, pour moi, ça, c'est de l'amour. Donc, quand on est là-dedans, dans la présence, dans cet état d'amour, d'accueillir et de partager nos énergies, il peut y avoir une remontée traumatique. Si on est vraiment présent, elle est intégrée. C'est comme quand on est en thérapie, le thérapeute il gère qu'on est dans la tête de tolérance, on est bien présent, on peut intégrer un fragment traumatique. Il peut vraiment y avoir ça. Donc, il y a un fragment traumatique qui vient. Ok, je peux le dire à l'autre éventuellement ou pas. En tout cas, je respire, je suis dans mes sensations corporelles du présent. Je sens que dans le présent, je suis en sécurité et je laisse faire. Et là, j'aimerais parler un peu de l'intelligence des sexes. Barry Long, il en parle dans son livre, je fais une bibliographie en même temps que la conférence, dans son livre « Faire l'amour de façon divine ». Alors, c'est peut-être pas le premier livre que je conseillerais parce qu'il est hyper militant et voilà, peut-être qu'il faut peut-être en lire d'autres d'abord, mais au-delà de cette énergie virulente qu'il a, son message, c'est vraiment un message d'amour qui me touche. Et il parle vraiment de l'intelligence des sexes et de laisser faire les sexes. Et quand on est dans ce temps-là, alors, moi, ce que je peux partager, c'est une hétérosexualité. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres formes de sexualité. En tout cas, quand le pénis est dans le vagin et que les deux propriétaires les laissent faire, quand on met notre conscience dans... quand moi, je mets ma conscience dans mon vagin, que mon partenaire met sa conscience dans son pénis et qu'on laisse faire, il y a quelque chose qui se fait. Il y a de l'amour qui se fait, en réalité. Et Barry Long décrit vraiment comment le pénis va aller récolter. Alors lui, il parle de récolter les énergies divines de la femme et que dans ce chemin, c'est vraiment ce qu'on sent, c'est vraiment ce dont je parle quand je dis que ça génère de l'amour. Et dans ce chemin, ça va aussi libérer les mémoires traumatiques. Donc, ça génère de l'amour et ça libère les mémoires traumatiques. Il y a différentes choses qui se passent. Et dans ce schéma-là, vraiment, la sexualité peut être source de guérison. Un chemin vraiment de guérison. Voilà, c'est le mot de la fin avant de lire les 15 commentaires. Voilà, on va prendre un temps pour répondre aux questions. On a débordé, on s'y attendait, 12h40. Voilà. Je regarde quand même les questions, les commentaires. Alors,
Alors, oui, comment j'ai mis tout ça? Est-ce que je conseille le MDR? Je vais en parler. ICV, ICV, intégration du cycle de la vie. ICV. Ah bah c'est répondu. Ah, on a quelqu'un qui fait de l'ICV ici, c'est génial. Je suis fan. Le féminin sauvage, oui, quelqu'un a essayé de répondre. Tammy Lincoln, c'est formidable, vous faites les questions-réponses, c'est trop cool. Et pour le nom, l'écrivain, les 3 R, Jean-Philippe. Ouais, c'est génial. C'est cool. Voilà, là, ouais. Partenaire. Oui, c'est mon vécu quotidien, formidable. Que pensez-vous de l'EFT et Matrix? Alors, donc le MDR. Alors, je vais faire une réponse générale. En fait, que ce soit le MDR, l'ICV, l'EFT, Matrix, tout dépend de où en est le thérapeute. Si le thérapeute il est bien intégré, ses traumas sont intégrés, peu importe finalement un peu la méthode qu'il va utiliser. Je crois vraiment que la première chose, c'est ça. Après, moi, ce qui m'a sorti du trou, c'est l'ICV. Donc, j'ai une grande affection pour l'ICV. J'ai fait de l'EMDR avant avec ma thérapeute, qui ensuite s'est formée en ICV. Je pense que aussi elle a cheminé individuellement. Je trouve que il y a plus de risques de retraumatisation en EMDR qu'en ICV. Mais vraiment, je pense que ça dépend du thérapeute. Après, c'est vrai que dans l'ICV, la méthode telle qu'elle est, c'est très orienté vers la consolidation et on est très vigilant à ça. Mais ça fait un moment que je n'ai pas été dans le courant de l'EMDR et je pense que ces dernières années, ils se sont vraiment améliorés là-dedans aussi, quoi. Ouais, voilà. Si j'ai une réponse à faire, vraiment, je crois que c'est plus le thérapeute que la méthode. Et s'il y a une méthode, c'est l'ICD. Quand même. Parce que je suis fan. Mais bon, voilà. Une bonne école pour se former à l'ICV. Alors, tu disais que tu étais psychologue, Julie. Parce que l'ICV, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut soit avoir fait l'université de psychologie, soit avoir un cursus vraiment suffisant. Enfin, voilà, il y a une lettre de motivation. Et pour l'ICV, il faut aller voir l'Institut Doublélis. Institut Doublélis. C'est eux qui forment à l'ICV en France et en France. Sinon, ouais, en France. Alors, est-ce que, même si on a débordé l'heure, Rubina, peut-être tu veux reprendre la parole? On peut, voilà, si toi, tu as une question, ou peut-être si quelqu'un a une question. Merci, c'est hyper riche. Moi, j'adore. Il y a un annuaire thérapeute à ICV. Si vous allez sur... vous tapez, si vous allez le trouver. Ouais, Rubina. Merci, moi j'adore t'entendre parler sur ces sujets, je trouve ça hyper intéressant et je pense que c'est vraiment Vous m'entendez pas? Non? Vous m'entendez pas? Toi, tu l'entends, Hélène? Anne, pardon. Si, vous m'entendez? Mince. Ah, attends. Vas-y, reparle là. Tu m'entends? J'avais baissé le son au moment de la musique. Okay. Excusez-moi. C'était moi qui... Ok, je t'écoute. Non, je disais que je trouve ça hyper intéressant de t'entendre parler de trauma et d'expliquer des mécanismes. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup appris avec toi. Je trouve que c'est vraiment des informations d'utilité publique, en fait. C'est des choses qui devraient être beaucoup plus connues. Et non seulement par chacun et chacune, parce qu'on est tous et toutes concernés par ça. Je pense qu'il n'y a aucun être non traumatisé dans le monde, ou alors ils doivent être extrêmement rares. Et particulièrement, je trouve ça hyper important d'introduire ça de plus en plus pour les personnes qui accompagnent d'autres personnes. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui est venu en cours de route et je sais qu'il y a encore des choses que je dois apprendre moi aussi dans ce processus-là. Et ce processus, comme tu dis, en fait, ça passe par notre propre intégration des traumas. Ce n'est pas des choses théoriques, en fait. Ce n'est pas des connaissances qu'on peut lire dans un livre ou écouter. Et ça y est, en fait, c'est vraiment un processus personnel d'intégration. Et je trouve ça crucial que ce soit plus connu, plus
plus répandu voilà, comme information déjà. Donc, moi, j'attends, Célia, que tu commences à des formations pour des accompagnants, en fait, des personnes qui accompagnent, parce qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui accompagnent dans le cadre d'ateliers, voilà, de ce genre de choses, et je pense que ça devrait faire partie des connaissances de base, en fait. Oui, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. Et en même temps, comme tu l'as dit, c'est vraiment dans le chemin personnel. Donc, quelque part, c'est vrai que même si pour l'instant, ce que je propose, c'est un accompagnement pas professionnel, mais c'est un accompagnement qui vise à expérimenter tout ça sur soi. Donc, quelque part, c'est vraiment ça. Et puis, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais du coup, je prépare aussi en ce moment une conférence spectacle, justement pour parler de tout ça. Parce que ouais, j'ai vraiment envie de partager, quoi, que ça se sache, de diffuser. Ouais. Merci pour ça. Donc, pour information, oui, j'habite en Ariège, mais pour le coup, Et l'Ariège, un endroit propose, super. Ouais, J'ai adoré l'Ariège. Voilà, j'habite dans la nature, mais voilà, ce que je propose, c'est en ligne et les retraites ont lieu dans le Jura. Donc, ouais, j'ai hâte de lire ton livre. Donc, début 2022, la sortie du livre. Et ton programme, il commence quand? Le 7 septembre. Lundi, les ouvertures ouvrent lundi, ce lundi même. Et je fais un webinaire de présentation à 18h lundi, 21 Donc, juin. ce lundi, le webinaire de présentation. Ok, je mettrai dans la newsletter. Et j'imagine que les places sont limitées. C'est combien de personnes maximum? 24 femmes. 24 femmes, ok. Bah, je diffuserai l'information. Parce que j'adore les hommes aussi. Et voilà, j'ai envie de faire quelque chose pour les femmes. Alors, peut-être une ou deux dernières questions avant de conclure. Et pour celles et ceux qui s'interrogeraient sur mes réponses dans le chat étrange avec un espacement entre les lettres très, très grand, c'est juste que j'ai un souci avec l'ordinateur. Bon, il n'y a pas de question, c'est que j'étais claire. Formidable. C'est très clair, c'est très instructif et hyper intéressant. Alors, comment aider les enfants? C'est une bonne question. En prenant le parent en thérapie. Excellente réponse. Non, voilà, alors c'est très... voilà, ça peut être un peu provocateur. Ça, c'est la première réponse et vraiment, je la maintiens. Après, dans le cadre d'un enfant qui grandit de façon sécure et qui a un événement traumatique extérieur qui n'a rien à voir avec l'environnement dans lequel il a pu grandir, on peut faire des choses. On accompagne l'enfant en présence de son parent avec les mêmes méthodes, enfin en tout cas en ICV, c'est comme ça. Il y a vraiment quelque chose pour les enfants, mais la première chose, c'est la thérapie du parent. Et en général, il n'y a plus besoin après de prendre l'enfant. Pour aider ses propres enfants, il faut se soigner soi-même. Oui, c'est ça. Alors, on va conclure ici. On conclut ici? Est-ce que tu voulais partager autre chose, Célia, avant de finir? Non. Merci, un grand merci pour cette intervention d'utilité publique. Et je vais partager les informations sur tes programmes et vous trouverez bien sûr le descriptif sur le site de Célia qui est accessible à travers sa page de présentation. Donc merci. Merci à toutes, merci à tous. Merci beaucoup Célia. Bonne journée, merci à tous.